Bonsoir à tous et bienvenue dans Andromag, votre rendez-vous sur l'actualité de Google, un lundi sur deux de 20h à 21h sur watch.tv. Et je suis encore très bien entourée cette semaine avec une équipe au choc et très masculine. Salut Samy. Bonsoir Marie. Ça va ? En pleine forme. Ouais, le grand bleu aujourd'hui, c'est le grand bleu sur le plateau. C'est la couleur. Salut Greg, que vous pouvez retrouver sur le studio mobile, on ne présente plus Greg. Oui, c'est vrai, on ne présente plus. Véritable star. Bonsoir Marie, bonsoir Samy. Et Geoffroy, que vous avez déjà vu sur le plateau d'Andromag, qui va remplacer Guillaume aujourd'hui. Guillaume que l'on embrasse. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va, impeccable. Ouais. Tu dénotes un peu avec ton... Désolé, j'ai pas pensé au bleu, ouais. Désolé. Non, c'est pas grave. Bon alors, quoi de neuf ? Beaucoup d'actu aujourd'hui, beaucoup d'actu. Ouais, comme d'hab quoi. Oui, mais là on a digéré le Mobile World Congress. Ouais. Et donc on est prêt pour faire une émission un petit peu post-Mobile World avec quand même beaucoup d'actu, dont de l'actu opérateur. Hein. Bon, on va commencer par rappeler l'essentiel, c'est que vous pouvez suivre l'émission Andromag sur les sites partenaires Android France et Gizmodo. Bien sûr. Et n'hésitez pas bien sûr à interagir avec nous via le hashtag Andromag sur Twitter. Soyez nombreux à réagir. On lance le sommaire ? Allez. Alors, au sommaire de ce numéro 13, Marie, la synthèse des annonces de cette dernière quinzaine, dont l'arrivée des téléphones Meizu et Sugarphone en France, ainsi que la toute première raquette connectée Babolat Play. Nous reviendrons ensuite longuement sur la revente de SFR. Nous étions ce matin à la conférence de presse de Numéricable. Nous avons préparé les meilleurs moments de cette conférence. Enfin, maintenant que les principaux téléphones ont été annoncés au Mobile World Congress, nous allons vous aider à choisir, on va dire les meilleurs téléphones 4G à moins de 300 €. Voilà. Ok, on n'a pas de temps à perdre, on commence tout de suite avec les news. Et alors on commence tout de suite avec une news et on va parler chiffres aujourd'hui. Eh oui. Avec Nokia et le Nokia X qui est déjà un véritable succès. Donc on vous en avait parlé il y a 2 semaines. Le Nokia X est un Nokia sous Android. Ouais, on va le revoir d'ailleurs. On va le revoir. Ça va nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Et c'est déjà un succès parce que la Chine est un gros marché pour le Nokia X puisqu'ils ont enregistré déjà plus d'1 million d'unités en précommande. 1 million d'unités, d'accord. Ce qui est quand même énorme. Alors pourquoi un tel engouement ? Peut-être la curiosité de découvrir Nokia sous Android, je ne sais pas trop. La Chine est quand même le berceau un petit peu du low cost, donc j'imagine que la cible elle est plutôt... Oui, c'est complètement ça. Enfin, moi, ça me choque pas beaucoup parce que, justement, si vous vous en souvenez, au Mobile World Congress, là, le leitmotiv de Nokia a été de conquérir le next milliard, le prochain milliard d'utilisateurs de téléphonie mobile. Et la gamme Nokia X s'adresse en priorité à eux, a priori. Mm-hmm. Ils ont été très réceptifs en tout cas. Voilà, et puis donc c'est des précommandes, je crois. C'est des précommandes, ouais. On en est aux précommandes, donc on verra si ça suit au niveau du public. En fait, il sera disponible à partir du 25 mars prochain. Oui. Et 4 jours après les précommandes, après la mise à jour la mise en service des précommandes, ils ont déjà enregistré 1 million, quoi. Donc c'est en 4 jours. D'accord. C'est quand même énorme. Greg, toi tu l'as vu le Nokia X à Barcelone ? Alors moi je me dis 1 million de précommandes pour le marché chinois, c'est comme s'il y en avait 45 vendus en France. Donc à l'échelle, je vois pas bien ce que ça représente. Ouais. Si c'est beaucoup, pas beaucoup, parce que je connais pas très bien le marché chinois. Quoi qu'il en soit, Nokia annonce ça comme un véritable succès. Ils sont très contents de du succès. Ah oui, mais je crois qu'il y a eu 3 millions d'iPhone vendus la première semaine quand il est arrivé enfin en Chine, parce qu'il n'était pas au tout début. Donc voilà, et c'est vrai que c'est des bons produits, pour le prix, c'est clair, c'est assez sympa, c'est fluide, c'est coloré. Ça arrive, en plus, ça sort mondialement en la même date, je crois, vers la fin mars. On verra aussi ce que ça donne au niveau des ventes en France. Parce que la grande question, c'est de savoir est-ce que cette interface à mi-chemin entre Windows et puis entre Android va plaire au public, et puis qui ça va conquérir dans les pays autres que les pays en développement. C'est sûr. Bon. En tout cas, pour une fois qu'on pourra parler de Nokia dans Andromag, exactement. On va pas manquer le coche. Donc voilà, c'était la petite news un petit peu chiffre. On commence avec un succès, c'est quand même pas mal. Et puis on enchaîne avec un produit hybride, qu'on avait déjà vu en 2012, il me semble. C'est vieux, n'empêche.
Oui, mais qu'on connaît déjà, effectivement. On connaît bien, oui. Et donc, c'est une version améliorée de la Samsung Galaxy Camera. Tout à fait. Donc, qui porte le nom Samsung Galaxy Camera 2. Greg, toi, tu l'avais adoré, il me semble, le produit. Oui, et là, je l'adore beaucoup, moi. Ah bon ? Attends, on va regarder la petite vidéo. On va regarder la vidéo qui va justement nous décrire c'est une vidéo qui est assez longue. On va la laisser tourner, puis on va discuter autour de ça. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est son design qui reprend nettement celui du Galaxy Note 3, avec un plastique, un simili-cuir. Voilà. Ouais. Au niveau de effectivement, de la prise. Alors, pourquoi tu l'as un peu moins, Greg ? Elle a perdu la 3G. Ah, au niveau de la connectivité ? Ouais, et plus que le Wi-Fi maintenant. Wi-Fi et Bluetooth. Ouais. Donc, ça perd un peu de son sens avec une SIM de tablette, notamment parce qu'on mettait une SIM tablette pour avoir que la data, et on uploadait directement ses photos, ce genre de choses. Alors, est-ce que ça veut dire que Samsung se rend compte que peut-être que le vrai usage de ce téléphone, il se faisait pas forcément non plus en mobilité ? Est-ce qu'il y aura un zoom un 5 zoom qui va arriver, qui lui sera peut-être plus mobile. Ouais. Alors au niveau des caractéristiques, Marie, on a... Oui, alors c'est quand même le premier appareil photo sous Android 4.3. D'accord. Donc c'est sympa de le préciser. On est sur un écran de 4,8 pouces, donc c'est exactement la même dalle que l'opus précédent, avec la techno Super Clear Touch LCD. Au niveau des specs, sur la photo, on est à peu près pareil que le précédent, on est d'accord. Et il y a des nouveaux modes qui sont désormais disponibles, et notamment le slow motion. Oui. Voilà, alors ça, le selfie. Voilà, alors ça, je sais que t'aimes bien ça, donc je vois tout mon enthousiasme. Oh, c'est super, elle est magnifique. Oh là là. Bon, voilà, ça reste en fait un appareil, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est peut-être destiné à vraiment un grand public. Hein. C'est pas quelque chose qui vise à concurrencer les micro 4 tiers ou... Oui, c'est un compact, ouais. C'est pas trop cher en plus, je crois. Il est annoncé au prix de 450 €. Donc ça reste complètement raisonnable. Il est d'ores et déjà disponible en France. D'accord. Il faudrait qu'on... Et donc il ne fait plus téléphone. Il fait plus téléphone, et puis il fait plus de data, oui. Voilà. Ouais. Ah bah en même temps, on avait l'air un petit peu bizarre en téléphone avec un appareil photo. Oui. On a essayé de téléphoner avec des consoles de jeu, donc bon, alors, on a bien fait ça. Il y a quand même eu des évolutions. On passe à 2 Go de RAM au lieu de 1. Oui. 8 Go de stockage avec 50 Go de cloud offert sur Dropbox pendant 2 ans. Pardon, de quoi ? De cloud ? Tu te moques là ? C'est qui ce cloud ? De cloud ? Jean-Paul Cloud. Non mais enfin, j'essaye de m'adresser au plus grand nombre. Si ça mis tout le monde ne comprend pas l'anglais et ne comprendrait pas forcément mon accent. Alors tu dis 50 Go dans les nuages ? Voilà, dans les nuages, exactement. Bon, sur Dropbox, pendant 2 ans. Alors, Dropbox. Bon, Geoffroy, toi, tu connais un petit peu le produit ? Alors moi, j'ai eu la chance de voir la première version du Galaxy Camera. Oui. En revanche, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais je suis un peu sceptique. Toi aussi ? Ouais. Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des constructeurs qui ont suivi ce mouvement. Bah ouais. Qui se sont, Peut-être à juste raison. En fait, je comprends la démarche parce qu'on utilise de plus en plus les smartphones comme appareil photo principal. En revanche, là, c'est sûrement un très bon appareil photo. Mais il fait plus... on peut pas téléphoner avec. Il a perdu en connectivité, oui. Il a perdu en connectivité, on peut pas téléphoner avec. Moi, honnêtement, c'est pas un produit que j'achèterais. D'accord. En tant que téléphone ou en tant que... En tant qu'appareil photo. En tant qu'appareil photo. L'intérêt, c'est d'avoir toutes les applis Android, de retouches et Instagram. Oui, maintenant, les smartphones, ils sont bien équipés aussi au niveau des applications. Ouais. Donc, peu ou presque. Parce qu'en fait, en se limitant au Wi-Fi, ce que fait Samsung, c'est de se coller sur le standard du marché. Maintenant, les appareils photos sont pratiquement tous Wi-Fi. Bien sûr. Puis voilà, ça réduit les coûts de fabrication d'enlever la puce de la connectivité 3G. Bon. Voilà, il y a aussi une batterie. La batterie a été améliorée, on passe à 2000 mAh. D'accord. Donc au lieu de 1650. Oui. Donc une meilleure autonomie, mais bon, voilà. Et puis d'un autre côté, on avait eu aussi Nikon qui avait sorti un appareil photo connecté sous Android. Il n'y a pas de nouvelle version apparemment. Non, il y a des rumeurs, mais on attend pour l'instant. Bon. Donc voilà. Allez, on passe à la news un petit peu plus sportive. Ah oui. Eh oui. Alors, je suis allé tester pour vous. La toute première raquette connectée au monde. Ouais. Je vous propose de la regarder en image. Raquette, pas raclette. La toute première raclette connectée. Non, on n'est pas dans... Qu'est-ce qu'on boude. Non, il s'agit bien d'une raquette de tennis de la marque lyonnaise Babola. Et donc, c'est une marque qui nous propose donc...
de connecter notre raquette et de la faire interagir avec le smartphone. Ça fonctionne avec un iPhone, ça fonctionne avec un appareil Android à partir de Jelly Bean. Et ma foi, c'est assez complet dans l'usage. Donc en fait, dans les faits, comment ça se passe ? En fait, toute la connectivité et toute l'intelligence se situent dans le manche de la raquette. Oui. Il n'y a rien sur le tamis, tout est dans le manche, y compris une batterie donc on recharge par micro USB et qui a une durée de vie de 8 heures. Donc voilà, avec ça, on est capable de faire une session de jeu de 8 heures. C'est déjà bien. Ce qui est plutôt pas mal. Ils ont prévu un peu large pour tout ce qui est pour les matchs, pour les vrais matchs. Et donc une fois qu'on a terminé sa session de tennis, que ce soit de l'entraînement ou un match, on va rapprocher un petit peu la raquette de son téléphone et tout ça va se télécharger, toutes les données vont se télécharger via Bluetooth. On a une synchronisation et à partir de là on va avoir accès aux statistiques de la session de jeu, c'est-à-dire le nombre de coups droits, le nombre de revers, le nombre de smash, les forces des coups. D'accord. C'est assez complet, la régularité. Et à partir de toutes ces données-là, en fait, l'application va calculer un score général. Les statistiques. Voilà, toutes les statistiques. On va pouvoir avoir accès aussi à l'évolution dans le temps des statistiques. Et avec ça, on a même d'ailleurs des statistiques sur la zone de la raquette qui est la plus utilisée. Ah oui, et ça sert à quoi ça ? Ça permet d'améliorer notre jeu, savoir s'il faut frapper plus en haut, en bas. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste en tennis, mais voilà. Donc, à partir de toutes ces stats, donc il y a un score total qui est computé, qui est calculé, et on va avoir des petits jeux qui nous permettent d'améliorer ce score-là. Et surtout, et c'est peut-être là la grande plus-value de la Babolat Play, c'est qu'on va pouvoir en fait comparer notre score par rapport à nos amis, par rapport même à des personnes qu'on ne connaît pas, qui utilisent cette même raquette. Ah, d'accord. Donc, on a accès à un classement mondial. Mondial. Voilà, mondial. D'accord. On a accès, donc on peut limiter, on peut par exemple se limiter aux personnes qui ont le même niveau que nous, à peu près la même catégorie. Et là où ça devient très très drôle, c'est quand on se compare aux pros, parce qu'il y a une rubrique pro. Et alors dans le giron des joueurs Babolat, il y a un certain Rafael Nadal. Oh, rien que ça. Voilà. Alors quand on compare ces statistiques par rapport à Nadal, on a tout de suite l'air un petit peu ridicule. Oh, oui. Bah oui, tu m'étonnes. Et il y a aussi donc Wilfried Tsonga, qui est joueur Babolat et qui a donc ces statistiques qui ont sur cette application. D'accord. Voilà. Okay. Alors c'est marrant, ça voilà, c'est dans la mouvance, c'est dans la mouvance des objets connectés. Les objets connectés. On y est même jusqu'à la raquette. Et puis ça prouve encore une fois que les Français sont quand même nettement sur ce secteur-là, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on avait vu au CES déjà, on avait vu des ballons de basket connectés. Oui, bien sûr. On avait fait une minute là-dessus. En fait, c'est vrai qu'on l'a vu avec peut-être les objets connectés de Samsung, Galaxy Fit notamment, que ce domaine-là, celui des objets connectés, il est peut-être plus intéressant dans le domaine sportif en fait. Il y a beaucoup d'objets dans ce domaine-là. Mais je crois que Sony avait présenté au CES une raquette de tennis aussi, où ils avaient glissé dans le tamis, avoir un accessoire, leur smartband, oui, parce que c'est un capteur qui peut fonctionner très bien dans une raquette, moins complet, parce que je pense que là c'est un spécialiste qui fait ça, donc ça va être très très complet. Mais ce que je voudrais savoir, si c'est des pros s'entraînent avec ça pour s'améliorer, pour peaufiner leur jeu, ou alors, c'est vraiment pour les amateurs. C'est les pros. Alors j'ai vu des vidéos des pros qui disent que bien sûr c'est intéressant, parce que c'est un petit peu sponsorisé tout ça, mais en tout cas ils ont utilisé cette raquette juste le temps qu'on compile un petit peu leurs statistiques. Et alors ce que je vais vous dire, c'est que cette raquette est disponible à la fin du mois de mars, directement sur le site de Babolat. D'accord. Et au prix de 399 €. Ouais, bah quand même. Quand même. Alors, c'est pas la raquette à 30 € que toi et moi irons acheter, mais non, c'est une raquette qui est en fait une adaptation de la raquette haut de gamme de Babolat. D'accord. Donc c'est la raquette haut de gamme de Babolat à laquelle ils ont rajouté tout ce système. Mais la raquette haut de gamme de Babolat, elle est à combien ? 248. Non, c'est quand même un coût, oui, donc oui, il faut la rentabiliser, quoi. Mais je connais des gens qui achètent des raquettes à 300-400 €. Ah oui. Ah oui, c'était quelque chose. Ah oui, je connais. C'est voilà, quand on aime le tennis. On ne compte pas. On ne compte pas. Allez, on passe à un smartphone avec l'arrivée de la marque Meizu en France. Alors, la marque Meizu, beaucoup la connaissent
à travers l'import, parce que c'est des téléphones qui sont connus pour avoir en fait une très bonne qualité, enfin un rapport qualité-prix. Dans les années précédentes, c'est déjà une marque qu'on connaissait déjà, qui était localisée plutôt en Chine, qu'on connaissait à travers l'import. Et bien elle arrive officiellement en France. Elle arrive avec un seul terminal, et c'est le Meizu MX3. Alors, du haut de gamme. Ouais. Alors on le voit à l'image, alors c'est vrai que physiquement, il ressemble... Enfin moi je trouve qu'il a des têtes d'iPhone aplaties, on dirait. iPhone 3G. Parce qu'il est très fin, il est très fin. Je vous propose de regarder un petit peu de ses rondeurs à travers une première vidéo. Alors on l'a vu à l'écran, enfin moi je trouve que physiquement il est assez... Il est très très fin. Il est très très fin, il est plutôt pas mal sur la face avant. Ouais. Sur la face arrière, pour l'avoir vu, pour l'avoir manipulé, c'est un peu plus cheap. Ouais. C'est une face arrière qui est plutôt en plastique, qui sonne un petit peu creux parfois. Alors toutefois, ce Meizu, donc, alors, il a beaucoup fait parler de lui, parce qu'en fait la marque arrive en France en me disant, là nous on a je pense 6% de part de marché en Chine. Oui. Et on arrive en France avec ce téléphone-là, il arrive 4 mois après la Chine, et du coup, techniquement, alors, il est plutôt pas mal, sauf qu'il n'est pas 4G. Alors, c'est ce qui a fait un petit peu couler de l'encre. C'est un petit peu le gros problème, parce qu'il se positionne comme haut de gamme, mais il n'a pas la 4G. Surtout vu son niveau de positionnement de prix. Oui, bien sûr. Voilà, alors au niveau du prix, on va le dire tout de suite, il y a 3 versions qui sont disponibles, du 8, du 16 et du 32 Go. C'est ça. Et les prix s'étalent de 449 à 549 €. Oui. Voilà. Donc, il y a une version 128 Go pour en Chine. Oui, en Chine, tout à fait. Alors, au niveau des caractéristiques, donc on a un écran de 5,1 pouces IPS, donc on a un écran plutôt de bonne qualité, qui est en Full HD, pratiquement. Full HD. On a un processeur Samsung, je pense, Exynos 5. On a 2 Go de RAM pour faire tourner tout ça. Il faut préciser. Oui. Donc, et on a des appareils photo 8 mégapixels d'un côté, 2 mégapixels sur la face avant. Et par contre, au niveau de l'OS, alors on est sur une version d'Android 4.2 qui a été personnalisée. On va regarder à quoi ressemble l'interface qui est plutôt léchée, plutôt bien sobre de Meizu, qui s'appelle Flynn 3.0. Alors vous verrez que au niveau des icônes, il y a eu un travail de fait. Et d'ailleurs, sur cette première vidéo, la société Meizu n'a pas encore eu le temps d'adapter cette vidéo au marché français, puisqu'on a des icônes en chinois. J'ai la chance de pouvoir comprendre et je peux dire que c'est... Merci Greg, alors tu nous traduis en live. On a pas mal de fonctionnalités qui ont été développées autour. On va pas forcément tout passer en revue, mais notamment des services qui ont été rajoutés, qui c'est vrai aujourd'hui s'adaptent plutôt au marché chinois, mais qui d'après Meizu, on leur a posé la question, vont être adaptés au marché français. Tu l'as vu, Geoffroy, elle a l'air ludique. Le Meizu ? Ouais, je l'ai vu, je l'ai manipulé. Et, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, j'aime beaucoup l'écran. Oui. L'écran est plutôt sympa. En plus, les bordures de l'écran sont vraiment très fines par rapport à d'autres smartphones. En revanche, comme tu l'as dit, la coque arrière fait un peu cheap. Et compte tenu du prix demandé, l'absence de 4G, c'est un peu rédhibitoire pour moi. Ouais. D'accord. Ouais, finalement, on se demande s'il vaut pas mieux investir dans un LG G2 par exemple ou un Samsung Galaxy S4 qui sont disponibles à peu près maintenant au prix de 500 €. Qui ont bien baissé de prix. Et qui présentent des specs un peu plus évolués, quoi. Alors, on a bien sûr taquiné Meizu lors de la conférence de presse sur ce point-là. Ils répondent avec beaucoup de calme qu'ils ont le temps, ils ont tout le temps, qu'ils arrivent en France avec ce premier smartphone, qu'ils sont à peu près certains de rencontrer leur public parce qu'ils considèrent que la 4G n'est pas encore suffisamment répandue pour que les gens se mettent à acheter encore des téléphones 4G à tout bras, et que voilà, ce téléphone a sa place dans le marché d'aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Oui, voilà, on attend de voir. On fait un petit point quand même de rappel. Vous pouvez bien sûr suivre l'émission et on vous invite à le faire via nos sites partenaires qui sont donc Android France et Gizmodo. Et bien sûr, nous vous invitons également à interagir avec nous sur les réseaux sociaux
sociaux et notamment sur Twitter via le hashtag Andromag. Et puis je vois que Nico38100 a envie de se mettre au tennis via la babolate. J'aurais bien voulu m'y mettre aussi également, mais le prix me fait un petit peu peur. Alors, ce qu'on n'a pas dit également, c'est que sur le site de Android France, à partir d'aujourd'hui et de cette émission, il est possible d'interagir avec nous avec un chat directement qu'anime l'équipe de Android France. Voilà, soyez nombreux. Voilà. On continue avec l'arrivée des smartphones. On passe à une news un petit peu girly. Ouais, alors du coup, je vais m'en charger. Vas-y, Marie. Mais je sais pas si je vais être Celle-là, des plus tentes quand même, parce que je sais pas pourquoi t'as vraiment voulu. Parce qu'on parle de ça, mais quoi qu'en venant sur le plateau de Watch, j'ai vu des pubs Sugarphone partout. Bon Ouais. J'en ai vu 2 ou 3. Eh ben écoute. Rien que ça. Donc, Sugarphone, Greg. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un smartphone pour les filles. Alors là, il communique bien là-dessus. Hein. Ouais. C'est vraiment pour les filles, pour que les femmes se mettent à la high-tech. C'est un smartphone orné de strass, en fait. Hein. Orné de fausses pierres précieuses. C'est joli, hein? Oui. C'est ravissant. M'as-tu vu à mort, quoi? Ouais, alors, moi, je vous trouve un petit peu dur, hein, parce que au niveau des caractéristiques, il est vraiment pas ridicule, hein, ce téléphone. Ah oui? Ce qu'il faut dire, c'est quand même que la marque Sugar, enfin d'ailleurs, c'est une société hein, qui a été créée par les mêmes créateurs que les téléphones sino-marseillais Wiko, hein, la marque Wiko Mobile. Ils ont créé donc cette gamme qui s'appelle donc Sugar, et qui effectivement présente quelques personnalisations plutôt féminines. Oui, enfin moi je trouve Samy qu'il n'a de luxe que le design. Hein, parce ouais, alors la fiche technique, je la trouve un petit peu. Alors, au niveau de la fiche technique, on a un écran. Un écran Full HD quand même. Un écran 5 pouces Full HD. Bon, d'accord. Et là, puis j'adhère. On a 2 Go de RAM, on a 16 Go au niveau du stockage. On est sur du Android 4.2. On est sur de la 4.2. Par contre, on a au niveau des appareils photo, on a 13 mégapixels sur la face arrière. Et je pense qu'on a un 8 mégapixels sur la face avant. Alors ça, c'est du jamais vu quand même. Oui, ben ça c'est parfait pour les selfies en fait, hein, parce qu'il est destiné un petit peu pour les. c'est débile quand même. Parce que les femmes se prendraient plus en selfie que les hommes. Bon, pourquoi pas. Ah oui, il n'y a qu'à aller sur Instagram. Hein. Les statistiques sont là. Hein, et du coup, on peut se refaire une petite beauté. Après, il y a des applications de retouche sur le selfie pour nous sublimer, nous les femmes. Il y a également des applications miroir de poche. Enfin, vraiment, la superficialité à son apogée, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'au niveau soft, il est un petit peu dur. Moi, je trouve si on peut le revoir, je trouve plutôt, quand en le manipulant, alors toutes les strass, alors il faut dire qu'il y en a 129, on a 129 oxydes de zirconium, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce téléphone a été conçu en partenariat avec Swarovski. Oui. Swarovski. Et donc on a des oxydes de zirconium tout autour, il y en a au total pour plus de 5 carats. Et notamment il y a un modèle blanc, un modèle noir. La face arrière du téléphone, moi je la trouve plutôt pas mal parce qu'elle rappelle en fait la façade avec des petits effets de lumière qu'avait le Nexus 4 à son époque. Donc je trouve ça en plus bling bling quand même. Un peu plus bling bling. Et donc c'est vrai que les strass on les voit bien, enfin les oxydes de zirconium on les voit bien sur le blanc. Sur le noir elles sont un peu plus discrètes parce que elles sont les oxydes eux-mêmes sont de couleur noire. Donc ils sont un petit peu plus discrets, mais il y en a tout autour, même sur les touches de volume et d'alimentation. Par contre, c'est vrai que à l'intérieur même enfin, l'interface est plutôt girly. C'est peut-être un petit peu trop, surtout c'est un peu too much. Cette application miroir est un peu un peu de mauvais goût parce qu'il y a des. En fait, on utilise la caméra avant de 8 mégapixels pour se regarder, voilà, hein, pour un petit peu refaire son maquillage. Et c'est vrai qu'on a des fleurs, on a des fleurs tout autour de nous. On a. C'est nul. C'est nul. Ça tu sais que ton oxyde de zirconium, c'est non compliqué pour dire faux diamant. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, mais on va pas. Non, mais je suis sûre qu'il y a une cible pour ça. Déjà, la Chine et la Russie sont les principaux concernés par ce. Et le Moyen-Orient aussi, je pense. Ah oui. Ils aiment bien le bling bling un peu. Je suis sûr que c'est asiatique, ouais. On verra bien. Enfin, hein. bon, voilà. Alors quand est-ce que ça arrive? Ça arrive bientôt chez nous? Je sais pas. C'est déjà disponible. Et au niveau du prix, on est à 339 €. 339. Bon, d'accord. C'est quand même cher. Hein. Ah bah pour un miroir de poche. Mais ce sera disponible chez Sephora aussi et chez... et chez Marionneau. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les news de cette dernière quinzaine. Voilà. Je vous propose de passer au dossier brûlant de ce jour, à savoir le rachat de SFR. On en parle tout de suite après ça.
Alors voilà, ça c'est une news Ouais. où vous avez tout à m'apprendre. C'est-à-dire que je vais rester là. C'est pas que je Avec m'y ton intéresse pas, sugarphone. c'est avec mon sugarphone. Voilà, vous allez me parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Vous allez partir du principe que je ne sais rien. C'est presque le cas. Alors, Alors vous allez me raconter une histoire. Racontez-moi l'histoire. Eh ben c'est très simple au niveau du on va refaire la chronologie, hein, si tu veux, Marie. Voilà, tout à fait. Alors, au niveau de ce rachat de SFR, donc aujourd'hui on en est après la conclusion, et on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans les précédentes semaines. Alors tout a commencé en janvier. Alors au mois de janvier, SFR a continué son chemin tranquillement, à faire évoluer ses offres, notamment on a vu l'arrivée de la 4G. Chez Joe Mobile, on a parlé d'arrivée de la 4G, on a eu également le décodeur TV avec Google Play intégré. Fin janvier, Vivendi a commencé à effectivement évoquer le fait de céder sa filiale SFR à Altice, hein, qui est donc la société à qui appartient Numéricable, qui commençait déjà à lui faire du pied. Donc ça, on est fin janvier, et pour Vivendi, en fait, les enjeux de cette session, c'était de se recentrer sur ces métiers de base qui sont les médias et la musique. Alors, suite à ça, on a eu un petit poker menteur entre SFR qui finalement a dit qu'il voulait ne pas jouer le jeu de la session, il voulait tout simplement s'introduire en bourse afin de lever les capitaux et pouvoir de se développer tout seul. Donc là, on est sur une hypothèse SFR sans Altice, enfin un SFR continue en cavalier seul. Au 6 février, on a donc Patrick Drahi, qui est l'actionnaire majoritaire de Numéricable, de plutôt la maison mère Altice. Patrick Drahi, qui a insisté, qui continue à faire du pied à SFR et à Vivendi, et qui d'ailleurs nous a sorti cette phrase, il dit « Si nous le faisons rapidement, c'est bien. Si nous le faisons pas rapidement, eh bien, c'est bien aussi. Si nous ne pouvons pas le faire, le deal maintenant, nous le ferons plus tard, c'est pas grave, je peux être patient, ce n'est pas un problème. » Très clairement, en fait, le message de Numéricable était déjà qu'ils étaient motivés et qu'ils allaient aller au bout, hein, de cette opération. Maintenant, on arrive fin février, Vivendi donc, donne son feu vert à SFR pour négocier la revente de SFR à Altice. Sur les bases de l'accord qui a été conclu entre ces différentes parties. Début mars, là on arrive tout de suite début mars, là il y a un nouveau chevalier, il y a le chevalier Bouygues qui arrive dans l'arène. J'adore tes scénarios. Voilà, et qui annonce en fait qu'il est lui-même candidat au rachat donc de SFR, et que pour ce faire et pour aller jusqu'au bout, on va céder une partie de notre réseau à Free. Voilà, on va céder une partie de notre réseau à Free. Alors ça, c'était la grande nouvelle quand même, hein, parce que Bouygues, c'est beaucoup... ça a beaucoup développé son réseau 2G, 3G, 4G dans les derniers mois pour effectivement l'améliorer. On a vu que notamment pour la partie 4G, ça a beaucoup mieux démarré qu'auparavant. Et là, entendre que Bouygues allait céder son réseau, c'était quand même une grosse news. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Greg ? C'était très surprenant, oui, très surprenant. Et ça apparaissait surtout comme une super bonne affaire pour Free, quoi. Parce que les sommes évoquées étaient, moi je trouve, assez ridicules. Voilà, je crois que c'était moins cher que le prix qu'ils déboursent pour louer le réseau Orange. Ouais. Ce qui donne une somme... Oui, alors Free avait déjà commencé à calculer les scénarios autour de ça, à dire voilà, si on arrive à aller au bout de cette opération, on sera arrivé en fait au même niveau que nos concurrents, et on va repartir sur des bases d'égalité avec eux, hein, au niveau du réseau en tout cas, et de la couverture. Free gagnait gros, quoi. Complètement. C'était presque le gagnant de cette opération. Alors donc là on est effectivement mi-mars. Alors Xavier Niel bien sûr intervient en faveur de Bouygues, alors que quelques mois auparavant ils étaient plutôt fâchés. Ils étaient plutôt fâchés, c'était pas les meilleurs amis du monde. Alors Xavier Niel, c'est Dallas. Voilà, qualifie l'offre de Bouygues d'un projet industriel. Alors que l'offre de Numéricable a été qualifiée de projet plutôt financier par Xavier Niel. Et Xavier Niel nous explique donc qu'il aurait racheté les fréquences 2G, 3G, 4G pour devenir l'équivalent de ses concurrents.
et créer un super free. C'est les mots qui ont été utilisés par Xavier Niel. Et enfin, le 14 mars, là on arrive le 14 mars, et c'est le choc. Arnaud Montebourg annonce un petit peu en avance que SFR avait choisi Numéricable comme partenaire. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de surprises en quelques semaines. Que de rebondissements. Voilà, Numéricable confirme dans la foulée, effectivement, plutôt Vivendi confirme que c'est Numéricable qui a été choisi pour négocier de façon exclusive ce rachat. T'as tout compris, Jojo ? T'as tout suivi. Alors voilà, donc ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions notamment au niveau du déploiement de la fibre. Parce que Free était un acteur engagé dans cette partie-là, lui également, mais Numéricable, lui, plutôt branché sur le câble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et puis il faut savoir que la fibre, c'est indissociable de la 4G. Toutes les antennes 4G sont branchées sur les réseaux fibres pour supporter le débit. Et donc du coup, le complément pour Free là tombait bien, du coup, parce qu'eux, ils ont un beau réseau de fibre aujourd'hui. Oui. Et brancher directement leurs antennes dessus, enfin c'était... Exactement. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe en ce moment. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir... Alors, on était ce matin à la conférence de presse de Patrick Drahi, qui est donc l'actionnaire majoritaire de la holding Altis qui possède Numéricable. Patrick Drahi est revenu longuement sur ce projet. C'est vrai que les questions étaient nombreuses. On lui a notamment posé des questions sur le projet en lui-même, sur l'endettement que ça allait générer pour le groupe, sur les offres commerciales, sur la marque. On va regarder tout d'abord une vidéo qui va concerner le projet. Je rappelle quand même que c'est sa première conférence de presse depuis 2007. Oui. Donc c'est vraiment... Mais il s'en est pas mal sorti. Oui. Alors, dans son style à lui, parce que c'est quelqu'un de très direct. Ouais. C'est quelqu'un qui a passé une longue période de sa vie au Maroc. Ouais. Et donc, qui a acquis cette spontanéité. On va regarder ce qui nous livre comme information concernant le projet de SFR plus Numéricable. C'est un projet auquel j'ai personnellement réfléchi, et même avec Eric qui travaille avec moi depuis 2004, auquel j'ai personnellement réfléchi depuis 7 à 8 ans. En réalité, dès le rachat du câble de France Télécom et de Canal+, et du groupe UPC en France, en 2005-2006, j'avais pour objectif à long terme un rapprochement avec un opérateur mobile, puisque l'histoire veut que les réseaux convergent. La convergence entre la télévision, et l'Internet et le téléphone, c'est déjà fait, et la convergence entre les usages fixes et mobiles est une grande évidence. Alors, Numéricable et SFR sont deux entreprises très complémentaires. Le rapprochement entre Numéricable et SFR, c'est pour moi, et clairement, avant tout, l'avenir des télécoms en France qui est assuré. C'est le rapprochement, comme je venais de le dire, entre deux réseaux, un réseau fixe et un réseau mobile, pour offrir aux consommateurs les meilleurs services du très haut débit. Alors voilà. Hein Marie, t'as tout compris ? J'ai tout compris. Il s'exprime très bien, monsieur. Bon, voilà, tu vois, il a un style un petit peu plutôt direct. C'est vrai que, ce qu'on a appris ce matin, pour résumer, c'est qu'il subsistera une seule marque qui est SFR, commercialement parlant. Et c'est plutôt intelligent de capitaliser là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Geoffroy. Au niveau... Entre Numéricable et SFR moi je préfère que ce soit Numéricable parce que je comprenais pas trop la stratégie de Bouygues qui a quand même pas mal dépensé pour déployer la 4G, qui avait le réseau 4G le plus grand, le plus étendu, et du jour au lendemain dire j'abandonne mes antennes 4G, je les file à Free, et du coup je vais recommencer puisque je crois que c'était SFR qui avait le réseau 4G qui était le moins étendu. Oui, c'est un peu ça, ouais. Donc je pense que c'est une meilleure chose que ce soit Numéricable qui soit sur le coup. Ouais. Mais au niveau de la marque qui va subsister suite à ce rachat, donc ça va être SFR. Les boutiques Numéricable vont d'ailleurs être rebaptisées SFR. Ça fait une offre un petit peu plus claire pour le public, puisque c'est vrai qu'au niveau du nombre de clients, on était beaucoup plus
on avait un nombre de clients beaucoup plus élevé au niveau de SFR que de Numéricable. Le Numéricable, c'est dans les grandes villes, parce qu'ils utilisent le câble, donc dès qu'on sort des grandes métropoles françaises, il n'y a plus de Numéricable. Et puis c'était une offre surtout concentrée sur la téléphonie fixe, alors que SFR était dans le portable. Donc là, on va avoir un petit peu tout qui va être regroupé sous une même marque SFR. Alors au niveau du calendrier, voilà ce que peut nous dire Patrick Drahi concernant la suite des affaires. Le calendrier, c'est signature d'accord final entre Vivendi, Altis et Numéricable pour la fin du mois de mars, avant si on peut. À partir de là, il y a un processus parallèle, double, d'instruction du dossier, à la fois auprès des représentants du personnel, comme l'a expliqué Eric, où il y a un gros travail de préparation, d'explication, de discussion, de concertation. Et il y a par ailleurs la saisine officielle de l'autorité de concurrence. Il ne s'agit pas de dire c'est celui-ci qui rachète celui-là, donc c'est les bleus qui vont gagner sur les rouges, en l'occurrence les verts, il faudrait dire, mais enfin bon, ou les jaunes sur les blancs. Moi, je vais essayer à asseoir tout le monde et à proposer une issue favorable à tout le monde. Derrière, évidemment, quand on conduit une voiture, vous ne pouvez pas avoir votre femme à droite qui vous dit non, il faut aller à droite, vos gosses qui vous disent non, il faut aller à gauche, et puis le dernier, le petit, qui dit il faut accélérer, parce que là, papa, il va dans la voiture, il va dans le mur. Donc, je vous ai dit que je serai dans le siège du conducteur. On mettra tous la ceinture, et puis on fera le travail. Benjamin Vincent, Watch TV. Je voudrais que vous nous éclairiez sur le timing de cette conférence de presse. J'ai cru lire dans le communiqué officiel de Vivendi que le groupe se donnait 3 semaines de réflexion. Avez-vous le moindre doute sur le fait que cette acquisition se fasse? Et qu'est-ce qui pourrait encore la faire capoter? Alors, j'ai jamais eu aucun doute qu'elle allait se faire. J'ai jamais dit à mes équipes, je ne sais pas si on va faire cette acquisition ou ce rapprochement. J'ai toujours dit, je ne sais pas quand on va le faire. Sur le timing de cette conférence de presse, il faudrait qu'on termine. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, vous savez, les accords, l'accord d'exclusivité, encore une fois, c'est pas un mot qu'on a signé. C'est, je crois, un protocole assez long qui a été signé, qui a été négocié depuis des semaines. Les contrats avec nos banques sont ficelés, de A à Z. L'argent est sur la table. Donc aujourd'hui, il y a quelques retouches à faire. J'ai personnellement très peu de doutes, monsieur. Voilà. Bon, il a l'air bien décidé. Hein. Ouais. Il a l'air bien décidé et d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui va être déterminant dans les semaines à venir et puis dans les mois à venir, c'est de voir ce que ça va donner d'un point de vue... c'est vrai que c'est 2 mondes différents, hein, celui du fixe, celui du mobile. C'est des cultures différentes. Pour SFR, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment, je trouve, difficile parce qu'ils ont eu à subir une double humiliation. Hein. La première humiliation, c'est celle d'avoir une maison mère qui ne veut plus d'eux. Vivendi qui dit bah non, moi j'aimerais bien vous céder à quelqu'un, est-ce que vous pouvez aller voir ailleurs? Et la deuxième humiliation, c'est de se faire racheter par une société qui est beaucoup plus petite qu'eux. Ouais. C'est ce qui s'était passé à l'époque de Total et de Elf. Et voilà, donc il faut voir ce que ça va donner au niveau des équipes, ce que ça va donner au niveau des mentalités. Et puis ensuite, commercialement, comment ça va se traduire? Parce que c'est vrai que Numéricable, aujourd'hui, c'est une société qui a un gros taux de turnover, 20% de désabonnements, alors que c'est des standards différents dans le mobile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg. Oui, c'est étrange parce que Numéricable était pas loin du gouffre il y a 4-5 ans. Exactement. C'était vraiment il y a des gens qui faisaient la queue dans les boutiques pour rendre leur décodeur. Ouais, donc, et puis, alors moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'il n'y ait pas un opérateur qui disparaisse. Oui. Parce que ça s'est passé dans un pays que Marie adore. Un pays dont elle rêve souvent, c'est l'Autriche. En Autriche, il y a un opérateur qui a disparu. Ils sont passés en gros de 4 à 3 opérateurs. Oui. Et en 2 ans, les prix ont fait plus de 18%. Du coup, Marie est revenue vivre en France. Et Marie, elle n'est pas la ramasse. Avant, c'était nous aussi. Hein. C'est ça qu'il faut que tu... Oui. Qu'il faut que tu mentionnes. Oui, mais en Autriche, ils sont pas free. Hein. En Autriche, ils sont pas free. Enfin, moi, ils ont fry. Ils ont fry. Alors moi, je reste persuadé qu'en fait, c'est vrai qu'on risquait, le gros risque était de retomber à 3 opérateurs. Ouais. Par contre, 3 opérateurs avec free dans les 3, c'est pas pareil que 3 opérateurs avec les 3 gros de l'époque.
D'ailleurs, bon, alors c'est un petit peu un coup dur également pour Free et pour Bouygues, le fait que ça ne soit pas fait. Mais ces deux sociétés ont réagi très vite aujourd'hui en termes de communication. C'est assez marrant, puisque Free a en fait communiqué sur le fait qu'il y aura d'autres opportunités dans le courant de l'année. Et je ne sais pas si vous avez vu l'annonce d'aujourd'hui de Bouygues qui en fait annonce très fièrement, et il y a de quoi, qu'ils ont atteint 69% de couverture au niveau du déploiement de la 4G. 69%. C'est énorme. C'est assez énorme. 69% de la population. De la population. Et au niveau de chaque ville, enfin des villes couvertes, ils n'annoncent qu'une ville n'est couverte que quand ils atteignent 90% de la population couverte. Contrairement à d'autres opérateurs où quand on couvre un quartier, on a dit qu'on a couvert la ville. Là, leur critère est assez dur déjà en interne. Donc, c'est bien, preuve de fiabilité en tout cas. Exactement, mais tout de même, ça se pose la question de l'avenir de Bouygues. Il y a beaucoup de langues qui annoncent que Bouygues pourrait peut-être se rapprocher de Free, peut-être un mariage forcé. Et puis, est-ce que c'est la fin de la guerre des prix que tout le monde... Oui. Parce que Bouygues a baissé le prix de son offre ADSL, Box, 10 € moins cher que Free. 19,99. Du coup, donc là, c'est la guerre des prix, mais quid des investissements techniques, de l'infrastructure. Peut-être ça veut dire ça aussi, ce rachat. J'ai envie de dire que la transition est toute trouvée. Ah. Merci Greg. Sans le savoir. Je le sais un peu. Pour le prochain dossier. Eh bien, allons-y. L'Autriche, un dossier spécial Autriche. De quoi allons-nous parler, Marie ? Mais alors attends, en fait, parce que j'adore ce sujet, hein, mais oui. on n'a quand même pas regardé toutes les vidéos. Ah. Il en manque une. Il y en a une encore qui est un petit peu polémique. Oui, alors on va la regarder parce que ça fait du bien un petit peu titiller là où ça fait mal. On pose la question à Patrick Drahi concernant, effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques dernièrement concernant, pour dire les choses, l'évasion fiscale, le fait qu'il vive en Suisse, le fait qu'il n'ait pas tous ses avoirs en France. Il y a tous les ministres à peu près qui lui demandent de ramener tous ses biens en France et de payer ses impôts en France. On va regarder sa réponse. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est pas mon naturel de faire attention à ce que je dis. J'ai l'habitude de balancer ce que je pense comme ça sans réfléchir trop longtemps. Je ne vais pas réfléchir non plus pendant 2 heures, sinon vous allez partir. Écoutez, moi j'ai été critiqué, peut-être. Moi, je considère que le gouvernement, les ministres font leur travail. C'est-à-dire que c'est une acquisition, ou c'est un mariage plus exactement, très important, très structurant pour l'avenir des télécoms en France. Comme je vous l'ai dit, je pense que notre projet est celui qui fait le plus de sens d'un point de vue justement télécom. Et c'est pour ça d'ailleurs que le conseil d'administration, le conseil de surveillance de Vivendi a voté en sa faveur. Et donc chacun est dans son rôle. Moi, je n'ai pas de... je trouve ça tout à fait normal que M. Montebourg, Mme Pellerin essaient dans ce cadre-là de protéger essentiellement... la préoccupation la plus importante, c'est l'emploi. Donc de ce côté-là, on a pris des garanties. Je les ai même formulées par écrit, sans qu'on me le demande. Et voilà, maintenant, est-ce que je vais rapatrier mes capitaux ? Je vais déjà investir 3 milliards d'euros en France. C'est un rapatriement massif, il me semble-t-il. Si tous les investisseurs qui investissent en France rapatrient tous leurs capitaux en France, je fais pareil qu'eux demain matin. Le nouveau groupe, en fait, c'est Numéricable. C'est Numéricable plus SFR, c'est une entreprise française, société cotée à la Bourse de Paris depuis novembre 2013, société enregistrée dans le registre du commerce en France depuis des années, et qui continuera à vivre sa vie sur la Bourse de Paris, qui probablement, je l'espère, deviendra l'une des plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris. En tout cas, on s'y emploiera. Moi, j'ai fait 15 ans de ma vie au Maroc, 15 ans en France, 15 ans en Suisse et 3-4 ans par Mons et par Vaud. Ce qui est important, c'est que je vais passer beaucoup de temps à Paris. Eric, il va pas être très content. Les managers de SFR vont être pas très contents. Mais je vais forcément être là parce que c'est eux qui font le boulot au quotidien. Mais j'ai besoin d'animer cette équipe et je ne vais pas investir ces milliards sans y veiller personnellement au quotidien. Comme le boulanger, à 5h du matin, j'allume mes fourneaux, à 7h, je vérifie que tout est prêt, à 8h, je prépare la boutique, et puis le soir, je vois combien il y a dans le tiroir caisse. Ça, c'est ma manie, je le fais partout dans le monde, vu l'enjeu de cet investissement, vu l'enjeu national,
je serai à Paris autant de fois que nécessaire. Je serai ici le temps nécessaire. Je n'ai pas prévu de faire rentrer ma famille en France, non. J'adore ces métaphores. C'est naturel, hein, ça semble naturel, effectivement. Mais ça manque un peu de conférences de presse avec Avec parler comme ça. Exactement. Bon, il n'a ouais. pas l'air décidé à rentrer en France, hein, Monsieur Drahi. On va laisser les politiques faire leur métier. Effectivement. Alors, voilà, on a bousculé un petit peu notre sommaire du jour pour caser cette actualité. C'est pour ça qu'on est en direct. C'est pour pouvoir vous parler de choses qui se passent le jour même. En l'occurrence, la conférence numérique qui était très intéressante. Ce matin. Voilà. C'était ce matin. Allez, maintenant, on passe au dossier smartphone 4G à moins de 300 €. Je peux aussi dire qu'il ressemblait beaucoup à très beau. Ça faisait très téléachat, je trouve, ta transition. Là. À moins de 300 €. Bah oui, alors vraiment, sincèrement, c'est une question qui me préoccupe. Parce que... Vraiment oui, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, on me demande beaucoup de conseils sur quel téléphone choisir. Et en plus, on est dans un renouvellement de parc maintenant que les réseaux ont changé, qu'on est en 4G. C'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à réfléchir à se doter effectivement en 4G et qui vont pas forcément aller chercher le tout dernier Samsung, le tout dernier Sony dont on a parlé dans l'émission précédente. Voilà. On va parler dans cette émission des téléphones qui ne dépassent pas les 300 € et qui sont quand même compatibles avec la 4G. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment on a deux catégories de téléphones un petit peu. On a ceux qui sont déjà sur la 4G et on a des téléphones qui sont peut-être très haut de gamme mais qui restent encore sur la 3G. On a parlé du Meizu tout à l'heure, très haut de gamme. MX3, mais on a des téléphones qui sont très jolis, qui sont dans une autre catégorie, qui eux restent en 3G. Alors on fera peut-être un dossier sur les super téléphones qui sont pas forcément très chers, hein, mais qui sont que 3G. Là on va vous parler des téléphones qui sont passés à la 4G, Marie. Alors on commence avec le chino marseillais comme tu l'as. Le Sino, voilà, marseillais. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Wiko qui à l'occasion du Mobile World Congress et même du CES il me semble, avait présenté donc le Wiko Wax. Qu'on n'a pas encore eu la chance de tester, avec une sortie donc mi-avril, donc c'est bientôt, au prix de 200 € environ. Voilà, on va le voir à l'écran avec notamment ces specs. Bah voilà, et tu m'as mâché le boulot là, tu vois. Vu ça, hein, j'ai bien préparé ça. Un écran de 4,7 pouces en 720p avec 1 Go de RAM, un processeur Tegra 4, bah tu l'as marqué aussi, cadencé à 1,7 GHz. Oui. Voilà, il a des specs. Alors ça, c'est sa grande originalité, hein, le Tegra 4i, oui. parce que c'est le tout premier téléphone, alors je pense que c'est le tout premier téléphone en Europe doté de ce processeur. Oui, il devrait assurer des belles performances, tant au niveau du jeu, par exemple, que pour son autonomie aussi. Oui. Alors ce qu'il faut un petit peu dire à nos spectateurs, c'est qu'au niveau de la 4G, c'est vrai qu'au niveau des réseaux c'est nouveau, mais au niveau des processeurs c'est également nouveau. Et le grand acteur de ce marché-là, c'est Qualcomm, encore une fois, qui a déjà brillé dans la catégorie dans l'année précédente et qui cette année propose donc un processeur d'entrée de gamme qui s'appelle le Snapdragon 400 qu'ils ont adapté pour la 4G et qui intègre un modem 4G et qui est pratiquement présent dans tous les téléphones 4G. Oui, bien sûr. Il est partout. Hein. Et donc c'est ce processeur qu'on va retrouver dans beaucoup de téléphones parce que chez Mediatek, chez les petits copains de Mediatek, ils n'ont pas encore de modem 4G sur le... Donc ça arrive, mais c'est pas encore le cas. Et là, sur ce Wiko, ils ont pris le parti de choisir un processeur de marque Nvidia Tegra 4i. Et c'est effectivement le premier téléphone en Europe à essayer, en fait, à tester ce processeur-là. Qu'est-ce que tu en penses, Greg ? Alors, le processeur, déjà, je crois qu'ils ont l'exclusivité pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, il y aura ce c'est seul. intéressant, ça. Et c'est la version i, donc c'est une version qui est un peu dégonflée du 4 tout court. Et ils ont fait un peu de place, en gros, pour installer la radio 4G. Le téléphone en lui-même tient vraiment la route. Il est vraiment sympa, il a un bel écran, il est très très léger. Oui, tu as eu l'occasion de jouer un peu avec. avec. Oui, j'ai joué avec et il est très... c'est le poids qui est le premier moment de surprise. Je crois qu'il va faire dans les 110 ou 120 grammes, enfin, il est vraiment léger. Et 200 €, il tient vraiment la route. Après 4 Go de stockage aussi. Voilà, c'est micro SD obligatoire. Ouais. C'est le gros point négatif pour moi de ce téléphone. Je le trouve au niveau des specs, très séduisant. Au niveau des specs, on est sur un écran HD, on est sur 1 Go de RAM, alors ça c'est plutôt standard, mais là où on est sur 5 mégapixels au niveau de la caméra faciale, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Par contre,
contre, c'est au niveau du stockage. Alors 4 gigas, alors pourquoi 4 gigas? Ça doit être pour tirer le prix vers le bas, mais Oui, là on est dans les 200 €. Alors j'aurais peut-être pu pour 50 € de plus avoir un petit peu plus de stockage. Je pense que ça les aurait mérité quand même. Ouais, Faut alors peut-être que c'est justement, peut-être que chez Wiko ils s'en sont rendus compte parce que ils ont annoncé dans la foulée le Wiko Amazing pour le mois de juin, qui sera le deuxième téléphone 4G de Wiko et qui lui sera plutôt haut de gamme. Mais là, on est au-dessus des 300 €. Oui, Alors, on n'en parlera pas aujourd'hui. Comment tu le trouves, Geoffroy, toi, le Wiko? Alors moi j'aime beaucoup le design, les specs, pareil, c'est plutôt pas mal pour le prix. Encore une fois, 4 Go de stockage, c'est vraiment trop peu. Ouais, c'est Sachant presque qu'au rédhibitoire. au final, il reste quoi? Ouais, c'est presque rédhibitoire parce que quand on enlève le système, au bout de combien d'applis on va galérer. Enfin voilà, donc on est quand même dans dans une catégorie où les usages sont un petit peu limités. C'est ça. Il y a d'autres petits bémols. Bon, j'ai vérifié, moi il reste 1,9 giga à peu près disponible. Et c'est pas la dernière version d'Android, donc on est encore en 4.2 je crois. Et du coup, on peut pas tout faire avec la carte mémoire. On peut pas installer les applis comme on peut faire un peu plus sur KitKat aujourd'hui. Donc oui, c'est le bémol. Il y a certaines applis qu'on ne pourra pas déplacer sur la carte SD, donc ça va très vite être limité. Allez, on passe au suivant. On est tout le temps dans la catégorie des proches de 200 €. Et on a un téléphone qui est dans les 219 €, qui est de la marque LG. Alors c'est le F70. On va voir ses caractéristiques à l'écran et on va voir un petit peu son design. Donc c'est un téléphone qui a un écran 4,5 pouces. Qui a une définition moindre, on n'est plus sur du HD, on est sur du 800 par 480. Au niveau de la caméra, on a une grosse différence également. Au niveau de la caméra avant, on est sur du VGA au lieu de 5 mégapixels. Au niveau ensuite du stockage, on a le même problème, entre guillemets, on est sur du 4 gigaoctets plus une extension SD, et là par contre on est sur le processeur standard du marché, donc un Snapdragon 400 qu'on va retrouver un petit peu dans les autres modèles qu'on vous présente. On est sur une version plus moderne de l'OS, on est sur l'Android 4.4 avec des fonctionnalités qu'ils ont gardées à partir des smartphones haut de gamme de chez LG. On a notamment le Nocon qui a été conservé, et on a par contre une grosse batterie de 2400 mAh qui devrait assurer une bonne autonomie. D'ailleurs, on connaît la marque LG pour sa bonne autonomie, notamment sur le G2. Ça va sans doute être le cas également sur le F70. Il sort au mois d'avril à 219 €. Alors c'est-à-dire que là, on est à peu près dans la même catégorie de prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, c'est le Wiko qui gagne. Oui. Meilleur écran, meilleur appareil photo. On a autant de stockage, malheureusement. Un écran HD, entre les deux, moi je préfère le. Oui, entre les deux, c'est vrai que le choix est vite fait. Après, LG est une marque qui rassure les gens, qui est connue. C'est ça. Et puis il y a une interface graphique maison, qu'on aime ou on n'aime pas, mais. Et puis ils ont les applications qui sont quand même sympas. Mais n'oublions pas que Wiko est aujourd'hui le 3e constructeur vendeur de téléphones en France. T'as tendance à l'oublier. En volume. Il y a un marché, en volume. Ah oui, en volume. Le 3e vendeur de téléphones, de smartphones en France. Donc je pense qu'il y a aussi également son public. Oui, allez, non, mais bien sûr. On passe au suivant, histoire de on continue balayer avec Huawei, avec le Ascend. Moi, je dis Ascend, je ne sais pas comment vous dites, mais je sens que tu vas m'arrailler. Oui, je dis Ascend. Ascend, alors G6. Une sortie également prévue pour avril au prix de 249 €. Oui. Alors, tu m'as fait ma petite fiche. Alors, on n'est pas sur un écran à peu près du même calibre, 4,5 pouces, une définition QHD. Un capteur 8 mégapixels, d'ailleurs c'est un capteur Sony, tu fais bien de le préciser. Un processeur 4 cœurs aussi, cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, c'est un peu mieux. Voilà, alors là on a changé de catégorie en termes de stockage, on est passé à des 8 Go. Donc on est beaucoup plus à l'aise, moi je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Geoffroy ? 8 Go de stockage, c'est beaucoup mieux. C'est correct. Là, on respire un peu mieux. En revanche, la définition de l'écran, c'est un peu léger. Ouais. C'est vraiment dommage. On a moins de résolution en fait que le Wiko qui était à 200 €. Quoi. Ouais. Donc là, du fait qu'on soit passé à 8 Go, on est plutôt dans les 249 €. On est un peu plus cher déjà. Voilà. On est surtout encore sur de l'Android 4.2. Donc voilà, avec une interface Emotion UI 2.0, avec pas moins de 1000 thèmes personnalisables. Voilà, ça c'est pour la partie logicielle. Et il y a aussi une fonction à distance pour activer les selfies. Alors là, j'ai tout de suite pensé à toi. Ah,
Très C'est bien. quand même super sympa, non? Ah oui, c'est super. Je suis impatient de tester ça. On va passer au suivant, mais c'est un petit peu anecdotique. J'ai tenu à le mettre dans cette liste, même si il va en surprendre quelques-uns. Alors, c'est le Asus PhonePad 7 4G. Alors, c'est une déclinaison du Asus PhonePad 7 qui est également donc, une sorte de tablette, mais vraiment une tablette avec laquelle on téléphone parce qu'il fait 7 pouces. On connaît pas beaucoup de choses en fait de ce téléphone aujourd'hui. J'ai mis quelques caractéristiques à l'écran, sauf qu'en fait, il part sur une puce Intel Atom. Il est propulsé par du Intel Atom et puis on a voilà, on connaît pas grand chose dessus. Alors pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est son prix qui m'étonne. Il est à 249 €. Donc il est 4G. Il est à 249 €. Donc pour les amateurs de gros écrans et de tablettes, de grosses tablettes, c'est peut-être le téléphone qu'il leur faut. Je crois même que j'ai une photo qui traîne d'une Marie qui En train de téléphone avec la version 3G. Ah, c'est beau. C'est possible. Ah, c'est beau. Je l'ai fait. Alors on passe aux deux gros. Hein, Ouais, les deux gros de cette liste. Alors c'est le HTC Desire 610 qui sera vendu. Donc là, ça y est, on atteint les 300 €. Tout fraîchement annoncé. Voilà, donc c'est la déclinaison de milieu de gamme de HTC présentée au Mobile World Congress. Un écran 4,7 pouces, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux, c'est plus correct, on va dire. Le processeur Snapdragon 400 qu'on retrouve. Capteur 8 mégapixels, disponible au 25 mars prochain. D'accord. Voilà. Ah, Bon, t'as mis avril. Voilà, c'est surtout ce qui est plutôt pas mal. Alors par contre, il faut remarquer qu'on n'est toujours pas sur des écrans HD. Hein, il n'y en a aucun qui a un écran qui a une aussi bonne résolution que le Wico qui coûtait 200 €. C'est assez surprenant, alors qu'on est 100 € plus cher. Hein. Par contre, on va conserver au niveau de l'héritage HTC, donc on a le Boom Sound qui en fait c'est haut-parleur en façade stéréo, donc qui est très pratique. Enfin moi je m'en sers beaucoup sur YouTube, on est capable de voir des vidéos de façon très confortable. Et également, on a le Blink Fleet qui est en fait le mur d'actualité qui va défiler. Oui, ça on l'avait déjà vu. Voilà. C'est le truc sympa. Sense. Exactement. On parle en 2 temps 3 mouvements du Sony Xperia M2. Et oui, alors ça c'est le... Oh là là, regardez, j'ai conservé l'effet de surprise parce qu'en fait ce téléphone est aujourd'hui à l'état de prototype. On a réussi à l'avoir, le voici. Donc c'est le Sony Xperia M2 et c'est la déclinaison en fait de disons que la nouvelle gamme de Sony, disons c'est le moyen de gamme un petit peu de Sony. Il est lui aussi à 299 € et c'est un téléphone 4G. Donc on peut acheter en fait un téléphone 4G Sony à 299 € et au niveau des spécifications, on va les voir à l'écran. On a un écran 4,8 pouces qui est un petit peu moins au niveau de la résolution que du HD. On a également du 8 gigaoctets de stockage, donc il est tout à fait comparable aux autres. Oui, on a une caméra arrière de 8 mégapixels. On est sur le même processeur que ses petits copains. Et voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu les fonctionnalités de ce Sony. Ok, super, on espère le tester très bientôt. On va rendre l'antenne maintenant. Je vous remercie ça passe trop vite. À tous les trois d'avoir été présents et merci d'avoir interagi avec nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez regarder l'émission sur les sites partenaires qui sont Android France et Gizmodo. On se revoit dans 2 semaines à 20h, Gizmodo. Et le podcast. Et bien sûr, oui. N'oubliez pas notre podcast. Voilà. À très bientôt. Merci, très bonne soirée. Ciao, ciao. Wow.